وجهان لعملة واحدة, les deux faces d'une même médaille, du moins à ce qu'il semble. Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Dans l'imaginaire de la plupart des Algériens, l'alliance, voire même la complicité du général Gaïd Salah, le patron de l'armée, et Saïd Bouteflika, le frère du président en titre, semblait tellement évidente, le duo, que dis-je, le couple semblait tellement soudé qu'il n'était plus perçu que comme la somme de deux entités désormais inséparables, tendues dans un seul et même destin. Au point où les initiés ne disaient plus Saïd ou Gaïd, mais Sadou Gadou, un seul surnom pour un binôme accompli. Mais si l'on croit certaines lectures de certains observateurs, parfois très avertis, l'entente entre les deux hommes les plus puissants du système ne serait plus aussi cordiale, ni le mariage aussi idyllique. Il y aurait de l'eau dans le gaz et des ratés dans le machin. Parmi les points de divergence, si tant est que ces rumeurs soient fondées, il y aurait eu comme de l'agacement de la part du général Gaïd Salah qui n'accepterait plus de se soumettre à l'influence par trop envahissante de Saïd et de sa fratrie. De sa fratrie surtout, et des clients de la fratrie, tout particulièrement dans certains réaménagements, certaines reconfigurations. Et le général n'aurait pas apprécié non plus l'intrusion à la hussarde de Saïd dans certaines affaires militaires, y compris au sein du haut commandement. Le climat se serait donc dégradé, au point où même la nomination de Gaïd Salah à la charge de ministre de la Défense nationale, décidée après moult tergiversations, aurait finalement capoté. Saïd, ou ceux qui le contrôlent, auraient estimé que Gaïd deviendrait par trop puissant, voire menaçant. On dit des choses et d'autres. On dit aussi que Saadani aurait fait partie d'une certaine stratégie de Gaïd Salah. Le rôle du SG du FLN aurait été de couper Saïd et sa fratrie de certains relais, de certains appuis périphériques. Mais il aurait fini par franchir le Rubicon. Ces dernières sorties n'étaient plus seulement des ballons sondes destinés à tester les capacités de réaction de Saïd et de sa fratrie, mais aussi d'enfoncer certaines lignes, de provoquer une confusion calculée, de dégager des forces secondaires qui gênaient le mouvement et de stimuler des forces latentes opposées à la fratrie Bouteflika, mais qui attendaient de voir d'où vient le vent. D'autres observateurs, ancrés à d'autres môles, balaient de la main toutes ces supputations et affirment, mordicus, que tout va bien entre les deux hommes, que la lune de miel n'a jamais été aussi cordiale. Ils soutiennent même qu'affirmer que Saadani était l'homme de Gaïd Salah est totalement farfelu, puisqu'il était celui des deux en fait. Et même qu'à choisir entre ces deux protecteurs, il serait plus proche de Sadou que de Gadou. Allez comprendre, nous demanderons à nos invités. Aujourd'hui, Al-Watan, après l'éviction de Saadani, quel avenir pour Gaïd Salah, par Salima Tlemceni. Le matin, Ammar Saadani, la maladie de Bouteflika et la recomposition à venir, par Yassine K. Libération, Algérie au pays de l'heure noire, par Zohra Ziani. Saïd Bouteflika, Gaïd Salah, un duo. Avec nous aujourd'hui pour parler de cette histoire, de ces deux personnages qui seraient fâchés selon certains, de ces deux personnages que tout unis et qui seraient vraiment en train de continuer leur lune de miel. Nous aurons donc Brahim Younsi, président de l'UDM. Merci d'être avec nous, Brahim. Bonsoir, Alambik. Nous aurons au téléphone depuis Alger Salima Tlemceni, journaliste, Hassan Wali, depuis Alger aussi, journaliste. Et nous allons commencer par recevoir Salima Tlemceni. Salima Tlemceni, vous êtes avec nous?
Ah, très bien. Très bien. Un problème de téléphone comme d'habitude, mais que nous allons régler très vite, j'espère. Brahim Younsi. Alors, cette histoire de... à un certain moment, tout le monde disait que Saïd et Gaïd s'entendaient très bien, qu'ils étaient les deux faces d'une même médaille, que c'est eux qui géraient l'essentiel du pouvoir. Mais selon certaines sources, y compris aujourd'hui donc cet article d'Al-Watan signé par Salima Tlemceni, dont on espère qu'elle sera avec nous dans un moment, nous apprennent que non, que l'affaire Saïdani n'est que le commencement d'une très vaste purge, et qu'en fait, qu'elle pourrait aussi emporter avec elle Gaïd Salah, puisqu'il ne s'entendrait plus avec Saïd. Et ceux qui sont avec Saïd ou derrière Saïd. Nous l'avons dit à maintes reprises, ici même, que le système algérien était un système opaque. Il est vrai que la présidence de la République, Saïd ou sans Saïd, constituait un binôme. Et cela a toujours été le cas avec les Tagarins. El Mouradia et les Tagarins étaient les deux jambes du système. À mon avis, il ne faut pas perdre de vue que nous parlons d'un système qui dure et qui veut perdurer. Et ce système-là, à travers le président de la République et les prérogatives que lui donne la Constitution, peut se permettre à un moment ou à un autre, selon l'intérêt du système, de liquider l'un et l'autre ou les uns et les autres. Ça n'a pas toujours été le cas, ce binôme Tagarin-El-Mouradia. Jusque-là, c'était toujours Tagarin, si on peut désigner ainsi la junte militaire qui a toujours dirigé le pays. Cela est vrai, mais jusqu'à maintenant, on a toujours présenté depuis au moins ces 3 dernières années, depuis que Abdelaziz Bouteflika a fait son AVC, que le président, pas en titre, mais en fait, c'était le frère, c'était Saïd. D'accord. Or, et il aurait ces pouvoirs qu'on lui prête? Vraiment? Je ne le crois pas. D'accord. Personnellement, je ne le crois pas. D'accord. Je ne le crois pas. Sans l'institution militaire, sans les services de sécurité, Saïd ne serait rien. Et je crois que le pouvoir ne peut pas lui venir de son frère. Le pouvoir de son frère repose sur l'armée et les services de sécurité. Mais pourquoi, expliquez-nous, on va aller pas à pas pour essayer de comprendre. Pourquoi l'institution militaire, comme vous l'appelez, ferait-elle une telle fleur à Saïd Bouteflika, qui n'a aucune légitimité, dont le frère est complètement zappé, tout le monde le sait, il n'est plus là, sur un plan fonctionnel, j'allais dire. Pourquoi l'institution militaire ferait une telle place à Saïd Bouteflika? Au nom de quoi et pourquoi? Elle lui a fait une place, je suppose, en tout cas la place qui est la sienne, celle d'être un des éléments de la présidence de la République et d'avoir seulement un des éléments ou le principal élément? Je crois qu'un des éléments principaux. D'accord. Un des éléments principaux. Je crois que le pouvoir ne repose pas, en tout cas, à la présidence de la République. Cela, je ne le crois pas. À la présidence de la République, seulement sur les épaules de Saïd Bouteflika. Quoi qu'en disent certains généraux, qui ont dit que Saïd gouvernait par téléphone. C'était devenu le sceptre, le téléphone était devenu le sceptre du roi Saïd. Et pourquoi il dirait ça gratuitement? Pourquoi ce ne serait pas vrai? Non, parce qu'il y avait une lutte, une guerre clanique pour dire que le pouvoir n'est pas le pouvoir que l'on croit, mais il vient d'une personne qui n'a strictement rien à y voir. Mais au fond, ce dont nous parlons d'ailleurs là tout de suite, nous parlons d'un système et pas d'individus. D'un système qui est illégitime. Et les individus dont nous parlons, y compris le président de la République, y compris le président de la République, ou celui que l'on appelle président de la République, qui n'est pas élu, et cela chacun le sait, est illégitime. C'est-à-dire nous parlons d'un système qui est illégal et illégitime. Et nous voulons donner une logique à ce système, rationaliser ce système. Dire qui est qui fait quoi. Du moins nous voulons comprendre. Oui. Qui dirige, qui est qui? Comprendre, c'est la chose suivante. Comme disait un humoriste français à propos d'une chanteuse, est-elle de droite ou de gauche? Il répondait, elle n'est de droite ni de gauche. Elle est là où on la pose. Saadani, il est là où on le met. Gaïd Salah, il est là où on le pose. Et c'est la logique du système. Alors, je vais poser des questions simples pour essayer de comprendre.
Alors, qui dirige ce système, ce régime, vous l'appelez comme vous voulez? C'est plusieurs composantes. C'est plusieurs composantes. Quel est le rôle de l'armée en tant que telle? C'est tout, c'est tout? Non, c'est pas tout. D'accord, alors c'est pas dites-moi. tout. L'armée peut tout. Oui. L'armée peut tout. Et c'est l'armée qui fait et qui défait. D'accord. Sinon, si vous voulez que l'armée rende le pouvoir, il faut l'affronter militairement. D'accord. Bon, c'est clair. Mais à un certain moment, ceux qui avaient le pouvoir, c'était connu, c'était un peu les généraux putschistes, et c'était surtout les services, les fameux DRS, hein, qui avaient la haute main sur un peu tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Depuis, les choses ont changé. Avec l'arrivée de Bouteflika, avec la manne financière qui lui tombait dans le giron, il a pu recomposer un peu le champ politique, refaire les équilibres, s'accaparer une véritable part du pouvoir, puis il disparaît. Il disparaît, il est malade, il ne peut plus être là. Et on nous dit que c'est son frère qui l'a remplacé au pied levé, qui a pris ses prérogatives, qui ne l'utilise plus comme une façade, mais qu'à côté, il y aurait Gaïd Salah qui aurait, lui, la même mise sur tout le reste de l'armée. Est-ce que ce schéma est correct? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Je ne crois pas que, sincèrement, je ne crois pas. Alors dites-nous. Que l'armée puisse laisser Saïd Bouteflika disposer des prérogatives constitutionnelles du président de la République. Parce qu'il peut faire et défaire. Oui. Aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika, dont on dit d'ailleurs l'article de Madame... Oui, d'après elle, il aurait repris les rênes du pouvoir. Le centre du pouvoir est revenu à Al-Mouradia. Oui. Mais le centre du pouvoir, si Saïd Bouteflika était l'homme, le pouvoir, celui qui détenait le pouvoir, donc le pouvoir était toujours à Al-Mouradia. Oui. Était toujours Al-Mourad. Oui. S'il faisait, il défaisait, il pouvait même chasser le grand chef des services, etc. etc. Mais il semble, d'après ce qu'elle dit entre les lignes, que le pouvoir était un peu partagé, qu'il subissait des influences, mais le pouvoir, des fluctuations, mais que maintenant, il revient carrément vers El-Mouradia, et selon elle, pas à Saïd, mais à Bouteflika lui-même. Abdelaziz, oui. Bon, quel est le miracle qui s'est produit? Oui. Pourquoi Abdelaziz reprenne le sceptre, reprenne le pouvoir? On l'aurait su, sinon. Bon, je pense que Abdelaziz Bouteflika n'a jamais été en dehors du pouvoir, qu'il prenait des décisions. L'AVC, nous avons des amis qui ont été atteints d'AVC. Nous pensions tous, et moi le premier, penser que cet AVC avait altéré toutes ses facultés mentales, toute sa capacité à discerner les choses. Il semblerait que non. Et nous avons des amis qui ont subi. Vous y croyez, vous aussi? J'y crois. D'accord. J'y crois. Oui. Je ne crois pas qu'il soit, sincèrement, totalement invalidé. Totalement invalidé. Je ne le crois pas. Simplement, ce dont nous parlons aujourd'hui, pourquoi cette, entre guillemets, nouvelle crise, le départ de Saadani est vraisemblablement le départ de Gaïd Salah lui-même. Il ne faut pas oublier que ça fait 12 ans qu'il est à la tête de l'état-major. 12 ans, c'est long. Oui. Et l'homme atteint, selon sa biographie officielle, atteindrait les 80 ans. Il a 76 ans ou 77 ans. Oui, on parle de 78 ans. Voilà. Donc l'homme a très largement atteint l'âge de la retraite. Et on dit qu'il serait l'officier supérieur en exercice le plus âgé du monde. Je laisse la responsabilité de cette affirmation à ceux qui la diffusent. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraisemblablement parmi les plus âgés officiers du monde. Vraisemblablement. Bon. Peu importe, mais il a très largement atteint l'âge de la retraite. Alors que nous savons que des officiers généraux sont mis à la retraite à l'âge de 50 ans, 55 ans, au maximum 60 ans. Alors que lui est en place, toujours en place. C'est-à-dire qu'il y a une logique du système. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si le système avait besoin de vous, il vous ferait appel. Demain, il viendra vous voir. Et l'exemple en est que le système avait besoin de Mohamed Boudiaf. Il est allé chercher Mohamed Boudiaf. Et le système a liquidé Mohamed Boudiaf. Le système digère et régurgite tous ceux dont il ne veut pas, tous les déchets. C'est comme un corps qui a des déchets. Belkhadem était puissant.
il est arrivé au summum de l'État, il a été éjecté comme un déchet, comme un malpropre. Oui, mais Belkhadem au sommet de l'État, c'est trop dire. Belkhadem est un personnage périphérique, comme Ouyahia, comme Saadani. Oui, moi, je ne comprends pas que des gens puissent considérer qu'un Belkhadem ait vraiment été un personnage important. C'est un personnage important dans la périphérie du pouvoir. Mais dans le pouvoir... Enfin, il ne détenait pas le pouvoir, mais je veux dire que vous-même ou moi, si demain à supposer que j'accepte de servir le système, il me ferait croire que je détiens une parcelle de pouvoir. Oui, mais il y a une différence entre être là, être présent, et être un décideur. Gaïd Salah, par exemple, oui, mais je suis d'accord avec décideur. C'est la raison pour laquelle... Quel que soit son niveau de décision. C'est la raison pour laquelle, évidemment, non, il a au point où, précisément, la crise que nous vivons aujourd'hui vient de là, ne vient pas d'une colère de Abdelaziz Bouteflika, mais parce que le président lui-même est remis en question. Et que certains de ces gens-là, y compris dans l'armée, veulent absolument mettre en œuvre l'article 102 de la Constitution. Nous n'arrivons pas à joindre Salima Tlemceni et Hassan Ouali, nous continuons d'essayer de les joindre, mais en attendant, nous allons recevoir Fatih Bendali, qui est donc représentant de Jil Jadid Europe, il me semble. Fatih Bendali, merci d'être des nôtres. Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, est-ce que vous entendiez la conversation ? Alors, j'ai pris la discussion en cours, mais je suppose que c'était au sujet de ce jeu d'échecs ou de jeu de dames, si on peut l'appeler ainsi, par rapport à des postes ou à des positions de responsabilité qui étaient évoquées. Oui. Alors, nous avons pris parmi nos 3 articles du top 3 d'aujourd'hui un article d'Al Watan signé Salima Tlemceni qui nous annonce que le départ de Saadani, son débarquement, comme bel euphémisme pour dire le dégagement de Saadani, ne serait que l'annonce d'une très vaste purge qui s'annonce et dont Gaïd Salah lui-même pourrait faire les frais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, que ce soit Saadani aujourd'hui ou quelqu'un d'autre hier, ou Belkhadem, son prédécesseur il y a quelques mois ou quelques années, le schéma est toujours le même. Il est fondé sur un principe ou un fil conducteur qui est le service du système et du pouvoir en place. Donc aujourd'hui, d'ailleurs le prédécesseur l'a si bien dit, on a besoin de quelqu'un pour faire bonne figure ou pour faire office d'eux au service du système. Eh bien, il est le bienvenu et on le met en place. Et le jour où on n'en a pas besoin, on le jette. On est d'accord. C'est-à-dire pour ce qui est de ces personnages, en somme secondaires, périphériques. Mais quand il s'agit d'un personnage comme Gaïd Salah, qui est vraiment au fait du pouvoir, si ce n'est pratiquement au sommet de la hiérarchie. On ne peut pas dire, bon, on l'a utilisé, on n'en a plus besoin, puisque c'est lui qui utilisait les autres et qui n'en a plus besoin et qui s'en débarrasse. Est-ce que vous croyez que Gaïd Salah pourrait être dans la liste de la purge qui se préparerait ? Écoutez, on a dit, on a porté les mêmes propos il y a quelque temps au sujet du général Toufir, si vous vous souvenez bien. Oui. C'était Saadani lui-même qui avait annoncé le bal d'ailleurs. Voilà, et on disait, mais serait-il possible qu'un tel personnage au cœur du système, comme on ne pourrait pas imaginer, puisse être évacué ou éjecté ou mis de côté. La preuve en est que c'était possible. Oui, mais pour ce qui est de Toufir, excusez-moi, juste pour débattre comme ça à bâton rompu, à l'époque, c'est vrai que Toufir, on en a parlé et il a été évacué, comme vous dites. Mais la différence est qu'il y avait Gaïd Salah, l'armée derrière lui, aux côtés de Mouradia, de la fratrie Bouteflika, qui ont, eux tous, plus les gens qui sont derrière et qu'on ne connaît pas, qui ont réussi à démanteler le DRS et à éjecter Toufir. Or là, il est question du grand patron de l'armée algérienne que la fratrie Bouteflika s'apprêterait à évacuer. Ce n'est pas vraiment la même chose.
On peut effectivement débattre de toutes les hypothèses et les suppositions possibles. La preuve, c'est que ça ne pourrait être à mon sens, que des spéculations. Le problème fondamental, il est ailleurs. Et sans doute que ce système utilise ce genre de rumeurs et ce genre de manipulation de pions pour dissimuler l'essentiel, qui, à mon sens, l'essentiel est bien dans un pouvoir qui est déliquescent, dans un système qui tire à sa fin, et il essaie à se raccrocher aux branches par tous les moyens. Encore une fois, la crise essentielle et centrale, c'est une crise de légitimité. Et quand on dit légitimité, elle est à prendre avec tous ses sens et toute son envergure. Ceci dit, le pouvoir actuel étant loin s'en faut illégitime et qui n'a aucune base sur laquelle il peut s'appuyer, il ne lui reste que les manipulations. Celle d'aujourd'hui, comme celle d'il y a 2 ans, ce serait de la diversion pure et simple. Ce n'est que diversion pour essayer de continuer à gratter les quelques jours, les quelques semaines, les quelques mois, et survivre dans ce fouillis, dans cette cacophonie générale. Sinon, Fatih Bendali, oui. Votre sentiment personnel, votre avis, Gaïd Saleh et Saïd Bouteflika, est-ce que vraiment c'est le duo, c'est le tandem, le binôme, ou est-ce qu'ils seraient entrés en guerre comme le prétendent certains observateurs, y compris de grands journalistes comme ceux d'Al Watan, comme Salimat Lemsani, qui vient de nous dire quel avenir pour Gaïd Saleh, hein, c'est le titre de son article. Votre sentiment personnel, votre conviction sur la question. Enfin, mon sentiment, il se base sur quelque chose qui est assez logique et assez simple. C'est l'objectif de ces manipulations. Ensuite, au-delà de cela, on peut encore une fois imaginer toutes les hypothèses. Le duo, le frère du président avec Gaïd Salah ou quelqu'un d'autre ne change rien dans l'affaire. On ne peut pas avancer et on ne peut pas du jour au lendemain changer de figure. La seule chose peut-être, et là vous avez peut-être raison de parler du contexte actuel, c'est que on pourrait penser ou on pourrait croire que l'équilibre des pouvoirs qui était réel et qui était stable il y a quelque temps semble s'effriter. Quel équilibre entre entre les mouvements qui sont en lice, c'est-à-dire ceux qui ont des intérêts à ce que la situation persiste. Est-ce que ils ont réussi à préciser votre pensée. Qui, au juste, serait... c'est tout le problème. On cite un système de manière anonyme parce que ce système a voulu que tout soit occulte, que tout soit anonyme. Restez avec nous, Fatih Bendali, nous allons revenir. Brahim Younsi, justement, cette capacité de ce système de tout plomber, rien ne filtre, c'est totalement hermétique, au point où même les plus grands observateurs, les plus grands analystes, les meilleurs scrutateurs du sérail ne savent pas qui commande réellement, ne savent pas qui protège qui est derrière qui, quelles sont les forces étrangères qui ont vraiment accès au tableau de bord. Cette capacité de tout plomber, de tout occulter, cette capacité de pouvoir garder le secret, est-ce qu'elle n'est pas significative justement de l'homogénéité de ce système, de l'absence de grande rivalité, parce que généralement, quand il y a des rivalités entre clans, il y a des fuites d'informations des uns sur les autres. Mais c'est ce que je disais à l'instant. Oui. Bien sûr que le système est homogène. Quel est le général, le plus puissant soit-il, mettre le système en péril? Parce qu'il se mettrait ipso facto en péril lui-même. D'accord. À tout point de vue. Oui. Sur la question des
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant la décennie rouge, la corruption qui touche l'ensemble des acteurs du système. C'est cela dont il s'agit. Pas l'ensemble. Le clan Bouteflika n'est pas concerné. La fratrie Bouteflika, justement, qui est dans l'équation, mais qui n'est pas concernée par les carnages des années 90 et 2000, aurait pu jouer les trublions. Or, elle ne le fait pas. Elle est concernée par autre chose. Je ne veux pas porter des accusations. Ça veut dire tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Pas seulement. Je crois que personne ne tient. C'est ça qui serait le secret de cette homogénéité? Pas seulement. C'est maintenir le système parce qu'il va dans le sens de leurs intérêts matériels, mais aussi, sans ce système-là, ils tomberaient tous. Tous, sans exception. Imaginez que demain, le peuple algérien puisse choisir véritablement, réellement, ses dirigeants. Oui. Que se passerait-il? Vous croyez que ces généraux vont rentrer chez eux, tranquillement, prendre leur retraite? Ils ont des comptes à rendre à la nation. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je crois que l'enjeu est la présidence de la République. Gaïd Salah se voit dans le costume du... Vous y croyez? J'y crois. À cette aspiration de Gaïd Salah à devenir le président à l'âge de 78 ans? Oui. Pourquoi pas après tout, puisque lui, il est en meilleure santé que Bouteflika. Selon toute vraisemblance. Donc, il a cette ambition-là. Il l'avait et il a encore cette ambition-là. Je crois que le conflit... Et donc, si c'est le cas, il y a forcément conflit entre lui et Saïd Bouteflika, qui lui veut contrôler la situation. Qu'il y ait un conflit, le conflit y est. Mais aujourd'hui, à usage interne et surtout à usage externe, le président de la République en titre détient, entre guillemets, y compris d'ailleurs pour les partis qui s'expriment, ils interviennent, ils agissent dans un système qui est considéré, même de façon implicite, comme légitime. Parce qu'il les a légitimés. Tous ces partis qui s'agitent. Y compris ceux de l'opposition, y compris de l'opposition qui ne va pas aller aux élections, par exemple? Non, y compris celle qui ne va pas aux élections. Le fait d'exister... Vous ne seriez pas un peu injuste? Non. D'accord. Non, pas du tout. Je leur ai rendu hommage. Le fait de mettre tout le monde dans le même paquet, non, je crois ça veut dire que autant aller aux élections alors? Qu'ils y aillent, ils y sont déjà allés. Oui. Pourquoi être boycottés aujourd'hui alors qu'ils y sont allés hier? Bon, c'est l'ensemble de cette ruche qui légitime le pouvoir en même temps qu'il la légitime. Sans eux ou sans ces partis-là, le pouvoir serait nu. Oui, mais il y a une case qui manque dans votre démonstration. Laquelle? Si Gaïd Salah a une telle aspiration de vouloir aller à la présidence, oui. Si de l'autre côté, Saïd et sa fratrie font partie d'une façon ou d'une autre de l'ensemble du système, qu'ils ont leur mot à dire, oui. Donc forcément il y a conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'ils ont un mot à dire. Le seul qui détient l'arme absolue, si j'ose dire, à l'interne et à l'externe, et surtout à l'externe, c'est le président de la République. Lui-même. Donc vous continuez à lui prêter une vraie capacité d'action. Bien sûr, et votre amitié absente, qui selon moi n'écrit que ce qu'on lui dit d'écrire, qui ne dit que ce qu'on lui dit de dire, et elle l'a démontré à maintes reprises, notamment pendant la décennie rouge. J'espère qu'elle va répondre au téléphone pour vous apporter la contradiction. Ce que je veux dire, oui, mais je voudrais bien. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République, installé par l'armée et les services de sécurité en 1999 et qu'ils maintiennent et qu'ils ont maintenu au pouvoir, détient aujourd'hui une arme absolue. C'est ce chiffon de papier qui s'appelle la Constitution. Et notamment deux articles. Et notamment l'article 92 de la Constitution qui lui donne la prérogative ou les prérogatives de nommer aux emplois civils et militaires. Et bien entendu, s'il a le droit de nommer, il a le droit de limoger. C'est une arme absolue. Il ne fait qu'actionner, comme il l'a fait pour d'autres, la Constitution ou les articles de la Constitution. On veut lui faire jouer, aujourd'hui à lui, d'ailleurs, permettez-moi d'y revenir juste un instant, tout à l'heure, de faire jouer l'article 102, aujourd'hui l'article 102 de la Constitution. L'empêchement. Qui prévoit l'empêchement en cas de maladie grave, etc., invalidante. Oui.
Et pourquoi ils ne le mettent pas en action? Pour vérifier si le président est aussi en aussi bonne santé que vous le dites? Oui, bien entendu. Ouais. Je dis, aujourd'hui, certains ont essayé de le faire, il y a 2 ou 3 ans. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu, je ne reprends pas un mot célèbre, mais parce qu'il y a eu des lâchetés. Il y a eu des gens qui craignaient que certains, parmi le rang, et notamment dans l'armée, prennent le pouvoir. Je vais revenir à vous pour vous demander de me préciser votre pensée. Je termine ça. Si vous avez remarqué, et le successeur de Saad Ali a démissionné pour quelle raison? Pour quelle raison? Le successeur de Saad Ali? De Saad Ali. Le successeur ou le prédécesseur? Non, le successeur. De Saad Ali? Oui. Il n'a pas encore démissionné? Saad Ali. Vous dites le successeur de Saad Ali? Oui, il n'est plus le secrétaire général. Au parti FLN? Ben oui, Saad Ali, Ammar Saad Ali. Il a démissionné, dit-on. Non, mais il est limogé. Vous dites le successeur de Saad Ali? Oui, le successeur, c'est Ould Abbas. Oui, vous me dites le successeur de Saad Ali a démissionné. Non, j'ai dit Saad Ali a démissionné pour quelle raison? Ah, d'accord. Et son successeur a dit qu'il avait démissionné pour des raisons de santé. Oui. Suivez mon regard. Évidemment, pourquoi le président ne démissionnerait pas pour les raisons de santé? On ne se ferait pas examiner. D'une part. Et d'autre part, parce que si lui déclare, alors que visiblement, il va très bien, ou peut-être qu'il a attrapé un rhume, néanmoins, il dit, ou on lui fait dire qu'il part pour des raisons de santé. Eh bien, Brahim Younsi, je vais vous apprendre une info que quelqu'un m'a transmise pas plus tard que tout à l'heure. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je vends ce qu'on m'a vendu. Je ne suis peut-être pas acheteur, mais... Oui, on me dit que Saad Ali a été démissionné. Là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il a été débarqué. Bien sûr. Mais que par ailleurs, il est vraiment malade. Que d'abord, sa fille serait très malade et qu'il aurait été sollicité donc, par les médecins parce qu'il est le seul donneur possible pour lui donner ce que je ne suis pas autorisé à dire, et que lui-même, après, est devenu aussi malade que sa fille et qu'il serait très malade. Mais je vous vends ce qu'on m'a vendu, je n'en dis pas plus. Mais je reviens. En fait, Ben Dali, je reviendrai à vous justement pour vous poser quelques questions précises. Fatih Ben Dali, d'abord, vous voudriez peut-être répondre à Brahim Younsi. Oui, en fait, juste apporter quelques éléments dans le raisonnement qui vient d'être développé, que je partage en partie, notamment par rapport au parti de l'opposition qu'il avait évoqué. Tout au moins, concernant Jil Jadid que je représente, notre ligne directrice a été toujours claire et je défie quiconque d'apporter la preuve du contraire, c'est-à-dire que tant que le dispositif, tant que le thermomètre qui mesure les élections n'est pas correct, n'est pas objectif et n'est pas géré par une autorité et par une structure indépendante et n'est pas au service du pouvoir, l'élection est de facto et d'emblée tronquée et biaisée. C'est la raison pour laquelle nous étions parmi les premiers à appeler au boycott pour la dernière élection présidentielle et que nous allons continuer dans cette démarche tant que la situation n'a pas évolué. Attendez, restez en ligne, je vous rends la parole tout de suite. Brahim Younsi, vous êtes en train de faire un geste de la tête qui suppose que vous ne seriez pas d'accord avec ce qu'il dit? Avec tout le respect, en peu de mots pour lui permettre de finir ça. Avec tout le respect que je vois, c'est Epsilon, c'est Pourquoi Jil Jadid ne participe pas aux élections? Non, mais c'est insignifiant qu'il participe ou qu'il ne participe pas. Oui, mais il ne participe pas, insignifiant. Oui, bon, c'est pas... Ça veut dire il faut être fort pour pouvoir... Non, il faut être hyper grand parti pour pouvoir avoir des principes. Est-ce qu'il y a... Parce qu'on ne peut pas être un petit principe, un petit parti et avoir de grands principes. Quand on existe dans le système, on n'a pas de principe. Alors je vous laisse poursuivre. La dernière phrase m'interpelle parce que l'invité vient de dire que quand on a des principes ou quand on abandonne ces principes, on rejoint le système. Et effectivement, parce que Jil Jadid tient à ces principes fondamentaux, que nous n'acceptons pas de partager une mascarade qui se solderait par des élections avec des chiffres qui, comme tout le monde le sait, truqués, tronqués, falsifiés,
et qui ne font que représenter quelque chose qui est une vitrine. Et il n'y a qu'à voir l'Assemblée actuelle. Et tout à l'heure, on a aussi évoqué dans le débat pourquoi le président, personne ne l'interpelle pour faire valoir l'article qui stipule l'empêchement. Eh bien, tout simplement, la réponse est simple, c'est que il n'y a pas de contre-pouvoir et il n'y a pas d'équilibre qui permet l'occasion voulue, devant un fait aussi flagrant et aussi évident qu'on le connaît, avec un président qui n'est pas en pleine possession de ses moyens physiques, intellectuels, j'en sais rien, mais en tout cas physiques et de communication font défaut. Donc vous pourriez rejoindre la position de Brahim Younsi Salim Atlemsani qui disent ou qui suggèrent que Bouteflika serait bien aux commandes, parce que les capacités physiques, comme l'a rappelé Ould Abbas, le président Roosevelt était sur un fauteuil roulant, mais il dirigeait les États-Unis. Bien sûr. Donc vous pourriez être d'accord que Bouteflika serait aux commandes. À la réserve près, qui n'est pas insignifiante, c'est-à-dire que Roosevelt dirigeait un pays, il dirigeait un État, qui de plus était un État de droit, et qui est toujours un État de droit. Et ce que j'appelle par État de droit, c'est un État avec ses institutions qui respectent les textes fondamentaux de l'État, avec un équilibre des pouvoirs entre le pouvoir parlementaire, le pouvoir judiciaire, l'administration tournée sans qu'elle soit dirigée par les ficelles du système. On peut fonctionner effectivement avec un président malade, handicapé ou démuni de certaines de ses capacités physiques. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on a un président qui est dans l'état que tout le monde connaît, dans un pays qui, de surcroît, a perdu toutes les bases fondamentales d'un état de droit. Oui, mais concernant, là, on ne parle pas du système, on parle de Abdelaziz Bouteflika. Selon vous, il serait encore au gouvernail, il serait encore en mesure de diriger le pays. Vous semblez adhérer à cette thèse? Vous savez, quand on a opéré et pendant des années à détruire et à détricoter tout un État, l'esprit maléfique peut continuer à résister. Ceci dit, je ne suis pas médecin et je ne l'ai pas examiné moi-même. Et je demanderai aux médecins qui... oui, mais s'il était en bonne santé, moi, à sa place, si j'étais en mesure, même si je ne parle pas, même si je ne peux pas marcher, mais que je suis en mesure de diriger le pays, moi-même, c'est moi-même qui instrumentaliserai l'article, qui instrumenterait l'article de la Constitution au sujet de l'empêchement, qui demanderait à être examiné de façon publique, j'allais dire, de façon transparente, pour déterminer que je suis bien en mesure. Or, tout a été fait pour empêcher le Conseil constitutionnel. Vous êtes quelqu'un de sensé et de logique et de cohérent dans sa démarche. Non, mais même si j'étais diabolique et que j'étais Bouteflika, mais que j'étais dans la pleine mesure de mes capacités mentales, je ferais en sorte pour être examiné par des médecins étrangers, toute une commission de professeurs ramenés du monde entier, très indépendants, pour qu'ils viennent dire aux Algériens, non, rassurez-vous, votre président est en bonne santé. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler, mais il est en mesure de diriger le pays. Et que fait-on, sauf si je me trompe, on n'est pas dans une monarchie, que font les autres institutions du pays? Nous allons poser la question à Hassan Nemoussi qui est avec nous. Hassan Nemoussi, notre compatriote qui vit au Canada et qui est en visite familiale en Algérie, au pays. Hassan Nemoussi, مبروك عليك تعويذة في البلاد. Hassan Moussi. Tout le monde, quand je vous écoute un peu mal, mais c'est pas grave. J'essaierai de m'accrocher à mon téléphone. Allez-y, Jamal. Alors, Hassan Moussi, d'abord, est-ce que Bouteflika, selon des versions qui sont en train de se répandre de plus en plus, et selon des thèses que soutiennent nos invités, d'une façon ou d'une autre, est-ce que, selon vous, Bouteflika pourrait réellement être aux commandes du pays lui-même, pas Saïd et pas les autres? Vous dites, est-ce qu'il peut être? Est-ce qu'il est?
est-ce qu'il est réellement à la tête du pays, Bouteflika? De façon fonctionnelle, est-ce que c'est lui qui dirige le pays? Il y a un souci de téléphone, je suis désolé. Oui, il est impossible que ce soit Bouteflika qui dirige le pays. C'est évident. Comme le droche, on ne peut pas nous faire avaler cette couleur-là. C'est pas possible. On ne peut pas diriger un pays à cet âge-là avec un introfice aussi carabiné que cela. C'est totalement faux, Jamal. On ne peut pas croire à ce genre de choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a autre chose. Il y a des gens qui sont autour de Bouteflika qui sont en train de tirer les ficelles, qui sont en train de diriger, si vous voulez, entre guillemets, quoi, diriger. Voilà, pour répondre à votre question. Moi, ça m'étonne fort. Je pense que ce n'est pas Bouteflika qui dirige aujourd'hui. Alors, Hassan Moussi, d'après vous, Hassan, est-ce que le duo Gaïd Salah, Saïd Bouteflika est toujours fonctionnel ou est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous croyez, comme le disent certains observateurs, que la magie a pris fin, que le couple s'est séparé, qu'il est entré en guerre l'un contre l'autre? Sincèrement, je vous écoute très mal, Jamal. Répétez votre question, s'il vous plaît. Il y a un souci. Donc, nous allons prendre Moustapha Mazouzi s'il est avec nous. Est-ce que Moustapha Mazouzi nous écoute? Oui, c'est Jamal. Oui, c'est Jamal. Alain Moustapha, bonsoir, marhaba bik, merci d'être avec nous. Là, vous m'entendez bien, là? Oui, je vous entends très bien. C'est toujours un plaisir, Sidi Jamal, de participer dans votre émission. Merci, le plaisir est pour moi et pour nous tous. Moustapha, Brahim Younsi rejoint d'une certaine manière Salimat Lemsani pour ce qui est de la disponibilité de Bouteflika à pouvoir gouverner. Le Fatah Ben Dali de Gilles Jadid semble aussi opter d'une certaine manière pour la même thèse, comme beaucoup d'observateurs qui sont en train de nous dire non, détrompez-vous, Bouteflika ne marche pas, Bouteflika ne parle pas, mais Bouteflika est bien là et c'est lui le grand boss. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, moi je ne change pas de position au gré des conjonctures politiques. Hein. Excusez-moi, mais il y a une hypocrisie politique quelque part chez nos hommes politiques. Je suis désolé de le constater. Qu'est-ce qui a changé depuis avril 2014, c'est Jamal? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu à subir un AVC ischémique pouvoir vivre dignement, pas gouverner un grand pays? Je vous ai dit à maintes reprises que depuis le 17 avril 2014, l'Algérie est gouvernée par une mafia guidée par Saïd Bouteflika. C'est cette mafia qui dirige le pays économiquement, socialement et qui trace la stratégie de la survie de ce régime pourri. Donc aujourd'hui, Moustapha Mazouzi, mais qu'est-ce qui vous rend si sûr? Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Vous avez des arguments? Vous avez des preuves? Bien sûr que j'ai des arguments. Écoutez, connaissons la haine de Bouteflika, connaissons l'autoritarisme de Bouteflika. Vous pensez que si Bouteflika avait toutes ses facultés mentales et physiques, il aurait gardé Sellel qui a mené à la faillite la politique du quatrième mandat, parce que c'est un échec cuissant. Ouais, pourquoi? Parce que c'est Sellel, d'après vous, c'est Sellel qui a commis le carnage. Sellel n'est qu'un pion. Non, je vous dis, parce qu'un gouvernement, il est censé véhiculer et mettre en valeur le programme, ce qui se dit le programme du président. Or, c'est un échec patent. Vous vous rappelez, si jamais, lorsque Bouteflika avait toutes ses facultés mentales et physiques, il convoquait des ministres et les insultait. Oui, mais Moustapha Mazouzi, on n'est pas en train de dire ses capacités physiques, il n'y a aucun doute. Il ne parle plus, il ne marche plus. OK. Mais les gens sont en train de nous dire non, il n'a pas ses capacités physiques. Mais regardez, Roosevelt aussi ne marchait pas.
mais il a dirigé les États-Unis. Et Ben Younes, Amara Ben Younes, il nous dit Bouteflika ne marche pas avec ses pieds, il marche avec sa tête et il gouverne avec sa tête. Mais quelqu'un qui a un AVC, mais qui a quelqu'un qui a un AVC, il a ton cerveau d'abord. Mais oui, mais peut-être c'est un AVC, à moindre effet que. Jamal, aujourd'hui, on assiste aussi à une tentative de faire une diversion politique. Aujourd'hui, il est naïf de croire que Bouteflika gouverne, attention. Il a légué tous ses pouvoirs à son frère. Saïd Bouteflika, je vous ai dit, il y a une carence à la présidence de la République. Il y a même un faux usage de fonds parce qu'on signe à sa place, on défait les ministres, les Wali, à sa place. Arrêtons de mentir. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, la question qui mérite d'être posée, où nous mènera cette mafia, cette bande de malfaiteurs qui est en train de diriger le pays d'une manière illégitime. Mostafa Mazouzi, merci beaucoup. Hassan Moussi, merci beaucoup. Brahim Younsi, je reviens à vous. Vous disiez tout à l'heure croire en la possibilité de Bouteflika de pouvoir être présent dans la décision politique et qu'il serait très possible que ce soit lui-même qui dirige d'une façon ou d'une autre. On ne connaît pas les... moi, la question que j'aimerais vous poser, si tel était le cas, d'abord, pourquoi n'aurait-il pas fait sa campagne électorale pour le 4e mandat d'une façon ou d'une autre, qu'il aurait marqué une présence? Deuxièmement, pourquoi n'aurait-il pas convoqué lui-même des médecins vraiment crédibles, une commission de grands professeurs en médecine? Et il leur aurait dit, voilà, moi je vous somme de dire aux Algériens si je suis en mesure de diriger ou non. Il a fait juste le contraire, ça veut dire son entourage a fait juste le contraire. Ils ont nommé Meddelsi juste au moment, juste avant le 4e mandat, à la tête du Conseil constitutionnel pour empêcher justement la procédure. Autre chose, pourquoi Bouteflika ne se serait-il pas arrangé, même s'il ne peut pas parler, pour nous faire savoir que même s'il ne dispose plus de ses capacités physiques, mais qu'il a toujours ses capacités cognitives, ses capacités intellectuelles, qu'il est en mesure de comprendre, qu'il est en mesure, comme nous l'a dit M. Hollande, qu'il est très à l'acre, qu'il est capable d'embrasser les grands problèmes du monde. Pourquoi Bouteflika nous laisse-t-il croire qu'il est fini, alors qu'il aurait pu nous faire croire, nous convaincre, comme vous le dites, qu'il est toujours aux commandes? D'abord, faut-il encore qu'il y ait des campagnes électorales? Bouteflika n'a pas besoin de faire de campagne électorale. Il n'y a pas. On sait qu'il va être élu. Non. Mais ce n'est pas pour être élu ou ne pas être élu, pour nous convaincre. Oui, non, mais il n'a pas besoin de vous convaincre. Il n'est pas dans une situation où il doit convaincre les Algériens. Qu'il est en bonne santé. Peu importe. Pas de voter pour lui, qu'il est en bonne santé. Peu importe. Alors que mais ils sont en train de tout faire pour nous convaincre. Tout le temps, ils ramènent Hollande, ils ramènent Renouchi, ils ramènent l'Akhdar al-Brahim. Mais cela... Ils nous les montrent en train de blablater avec lui. Mais cela est à usage externe. Oui. Ah bon, seulement? Seulement. Nous, on ne compte pas. Nous ne comptons pas. D'accord. Si nous comptions, nous aurions une voix. Nous n'avons pas droit au chapitre. Nous sommes dans une dictature masquée par des partis politiques. Je rappelle que je demande à Fatah Bendali de rester avec nous. Je reviendrai à lui dans un moment pour lui donner le mot de la fin. Donc nous sommes dans une dictature masquée. Oui. Dans une dictature masquée par des partis dits politiques qui s'agitent et qui demandent l'agrément à un pouvoir, à un système, un régime qu'ils sont censés combattre. C'est ahurissant que de demander à un adversaire de vous reconnaître. Donc, si j'ai bien suivi, donc si c'est vraiment Bouteflika qui dirige, donc cette histoire de purge va se vérifier. Il va entreprendre une purge, il va liquider Gaïd Salah entre autres. Mais Gaïd Salah, son arrivée était inscrite et son départ était inscrit. D'accord. Mais comme tous les hauts fonctionnaires ou les hauts officiers. Comme si nous étions dans une vraie république. Nous ne sommes pas dans une vraie république, je viens de vous le dire, nous sommes dans une dictature masquée. D'accord. Paradoxalement. Où le grand patron décide de tout.
Comme cela a toujours été le cas. Et où le grand patron, Mais nous ne sommes en pas l'occurrence, dans un est système, Bouteflika. nous ne sommes pas dans un système, j'allais dire, normal. Nous ne sommes pas dans un système qui fonctionne par des rationalités. Mais ce n'est pas du tout le cas. Si on approche le système par la raison, on n'y arrivera pas. En une phrase. En une phrase, le système est là. Il veut s'y maintenir et peu importe qui gouverne. Bouteflika ou Abdelaziz ou Saïd. Ça a été la même chose. Permettez-moi de dire, Yamizrouane, on l'a ramené, on l'a chassé. Très bien. Fatah Bendali, le mot de la fin vous revient en moins d'une minute, s'il vous plaît. En moins de minutes, ça sera un peu difficile, mais je vais essayer. En fait, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'on peut en débattre très longtemps par rapport à qui gouverne Bouteflika ou Saïd ou quelqu'un d'autre. La question, à mon sens, elle n'est pas là. C'est que le pays, pour qu'il se redresse, il a besoin d'un bilan. Et combien même Bouteflika, si on lui prête toutes ses capacités intellectuelles et mentales que ses acolytes lui témoignent, le résultat est qu'en quelques décennies, bientôt une vingtaine d'années de pouvoir, il a conduit le pays dans une situation catastrophique. L'Algérie va droit au mur avec tous les indicateurs que chacun connaît. Et s'il fallait un bilan de quelqu'un de valide ou d'invalide, encore voilà, il est là. Donc la question n'est pas une question de personne, et c'est une question de système qu'il faudrait combattre et contre lequel on est porteur d'une alternative. Fatah Bendali, merci beaucoup. Merci à vous. Hassan Moussi, merci beaucoup. Mustafa Mazouzi, merci beaucoup. Je suis désolé de ne pas avoir pu contacter Salima Tlemceni et Hassan Ouali. On a tout fait pour essayer de les joindre. Ça n'a pas été possible. Et le problème ne se trouve pas à notre niveau, mais au niveau des communications algériennes. Un dernier mot, vous voulez dire quelque chose? Non, mais la dernière phrase, moi je suis d'accord. Hein. Il combattre le système. Mais pour le combattre, je le dis à Gil Jadid, pour le combattre, il faut sortir. Très bien. Il faut se dissoudre. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bislama.